Bien, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui pour cette conférence sur l'intelligence artificielle et la prospective sur le changement de société à venir. Alors pourquoi j'ai eu l'idée d'organiser cette conférence? D'abord parce que je connais Madame Nathalie Nevegens, qui a eu l'amabilité de venir comme expert auprès de l'une des commissions du Parlement européen. Donc j'ai assisté à son audition et je me suis dit qu'on pouvait peut-être prolonger les échanges avec elle et profiter de ses connaissances sur l'intelligence artificielle. Alors elle est maître de conférence habilitée à diriger les recherches de droit privé, donc c'est une collègue universitaire en plus, donc double plaisir. Et c'est une spécialiste de l'intelligence artificielle, des technologies numériques, de la robotique. Et elle a publié des choses très intéressantes, et notamment un traité de droit et d'éthique de la robotique civile qui fait 1229 pages. Là, ça vous montre qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui travaille, l'intelligence humaine aussi. Alors, le point commun que j'ai avec cette collègue, c'est que je suis intéressé par l'intelligence artificielle, mais ça s'arrête là, parce que moi, je n'en suis pas du tout un spécialiste. Et alors, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que j'ai eu l'opportunité pourtant de faire un rapport sur l'intelligence artificielle dans les domaines militaires et régaliens. Et c'est l'occasion qui a fait le larron, puisque ce jour-là, en commission des affaires juridiques, 4 rapports avaient été distribués sur l'intelligence artificielle. Donc, normalement, je n'aurais dû en avoir aucun. Mais comme ils ont eu la maladresse de distribuer les 4 le même jour, les 3 grands groupes en ont pris 3, et il restait le 4e, celui-là. Alors j'ai vite sauté sur l'opportunité, je l'ai demandé. Le PPE qui m'aime bien m'a laissé passer, ECR, ID bien sûr m'ont soutenu. Et les groupes de la gauche étaient tellement surpris par la manœuvre, par l'audace de la manœuvre, qu'ils n'ont pas protesté, parce que la seule façon de protester, ça aurait été de prendre le rapport. Et comme ils en avaient déjà un à rédiger, ils n'avaient pas envie de travailler doublement. C'est comme ça que j'ai eu ce rapport. Alors je ne connaissais pas du tout l'intelligence artificielle, et je me suis dit, ça n'est pas grave, on va faire venir tout un tas d'experts qui vont faire le travail à ma place, en fait. Sauf que ça se situait en janvier 2020, Covid à partir de mars, tout le monde est confiné, plus aucune possibilité de convoquer des experts aux frais du Parlement, et on me dit, c'est pas grave, il faut faire le rapport quand même. Et alors là, pour le coup, j'étais tout seul chez moi. Imaginez un petit peu mon désarroi. Alors je me suis accroché aux branches. Grâce à mes conseillers techniques qui ont été d'excellents conseils, eh bien, j'ai décidé d'agir en 2 temps. J'ai fait comme le règlement du Parlement m'y autorise, d'abord un document de travail, parce que tout simplement je n'étais pas prêt pour faire le rapport. Ça m'a permis de gagner un peu de temps. Et ensuite, dans un 2e temps, le rapport, où là, le déconfinement ayant commencé, j'ai pu interroger les uns les autres et sortir quelque chose. Donc c'est un souvenir, comme vous voyez, assez pittoresque. Ce qui est le plus surprenant de cette histoire, c'est que le rapport a été voté finalement par le Parlement. Alors pourtant, vous voyez, il était né sous les pires auspices qui soient, et il a été voté le 20 janvier 2021 par 364 voix contre 274, et je peux vous faire une confidence maintenant, moi-même je n'y croyais pas. Je croyais que j'allais travailler pour rien, que le rapport tomberait aux oubliettes. Et pourquoi? Parce que, outre les groupes dont j'attendais le soutien, il fallait un groupe supplémentaire pour me soutenir, et c'est venu des rangs d'un groupe que je n'attendais pas, c'est des rangs de Renew. Le groupe Renew m'a totalement supporté finalement sur ce rapport, sauf les 23 eurodéputés macronistes. Voilà. Et voilà comment j'ai pu avoir une majorité, c'était un petit miracle. Alors, évidemment, j'ai dû affronter des problèmes redoutables, la définition de l'intelligence artificielle. Alors, la définition qui est dans le rapport n'est pas de moi, autant vous le dire, c'est le fruit d'un compromis, comme tout ce qui est issu du travail du Parlement européen, et la définition fait 10 lignes. J'ai vérifié, 10 lignes. Je ne vais pas vous l'infliger, mais je vous propose un résumé. L'intelligence artificielle, c'est un système qui affiche un comportement simulant l'intelligence et qui agit avec un certain degré d'autonomie en interprétant ses données et en s'adaptant à son environnement. Voilà la définition, en gros, à laquelle on est tous péniblement parvenus. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a préconisé, nous, notre mission, c'était simplement, en tant que juriste, de mettre en garde, évidemment, contre l'utilisation de
l'intelligence artificielle dans les domaines régaliens. On s'est mis d'accord sur quelques préconisations. Dans le domaine militaire, l'idée qu'il faut toujours un contrôle humain permettant de désactiver l'intelligence artificielle, notamment en cas de dysfonctionnement. L'idée qu'on doit toujours préserver la responsabilité humaine du donneur d'ordre en cas de dommages causés donc par cette intelligence artificielle. L'idée aussi qu'il faut toujours respecter les règles du droit international public. Bon, là, je me suis un peu régalé. La Convention de Rome de 98 qui interdit certains crimes comme génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Les conventions de Genève de 1949 sur le droit humanitaire, etc. Et puis des dispositions plus spécifiques sur l'utilisation des SALA, S-A-L-A, les fameux robots tueurs, ça signifie SALA, système d'armes létales autonomes. Et en réalité, la petite idée que j'avais derrière la tête en prenant le rapport, c'était de faire évoluer la position du Parlement sur ce sujet-là, parce que le Parlement avait voté en 2018 une résolution qui est totalement hors sol et qui interdisait totalement l'usage des SALA. En fait, c'est pas réaliste, les SALA ils sont déjà mis au point et on n'empêchera pas leur utilisation. Donc partant de là, j'ai préféré acter leur réalité et simplement préconiser de les utiliser en dernier ressort. C'est ce qu'on a réussi à voter. Et puis également, quelques idées qui m'étaient chères. Inscrire les SALA dans la liste des armes du traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 pour éviter leur dissémination. Ça, c'est quand même du concret. Voilà, donc ça a été fait et j'en suis très heureux. En ce qui concerne d'autres exemples sur le domaine civil, on a brassé toute une série de domaines. La sécurité, où on a mis en garde contre l'utilisation systématique des systèmes de reconnaissance faciale, utilisés avec beaucoup de précautions. Également coopération internationale contre les cyberattaques, qui est recommandée. Et en matière de santé, on s'est penché sur la nécessité de protéger les données personnelles des patients. On a aussi conseillé des mesures pour la préservation de la relation patient-médecin, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire dans le domaine de la santé, ça peut rendre de grands services, mais il ne faut pas que ça remplace la relation patient-médecin. Et puis, bien sûr, on a mis les points sur les i en soulignant la possibilité qui doit être reconnue aux médecins de pouvoir s'écarter des préconisations données par l'intelligence artificielle. Et puis, en matière de justice, bien sûr, qu'on a abordé aussi, dernier exemple, eh bien, on a souligné que même si l'intelligence artificielle peut apporter une très grande aide dans la prise de décision, il faut qu'en définitive, ce soit toujours un être humain qui prenne la décision de justice. Alors, vous voyez, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais à un moment donné, il vaut mieux le dire. Sans ça, on a des mauvaises surprises. Et puis, de façon beaucoup plus générale, on avait des dispositions qui recommandaient aussi la transparence des algorithmes utilisés par les autorités publiques dans tous les domaines, évidemment, sauf dans ceux qui peuvent concerner, par exemple, le secret défense. Alors, en définitive, ce qui a guidé ce rapport, c'était une citation de Martin Heidegger qui m'a beaucoup inspiré, et qui disait ceci: « Quand nous considérons la technique comme quelque chose de neutre, c'est alors que nous lui sommes livrés de la pire façon. » Et aucune technique n'est neutre en réalité. L'utilisation qu'on en fait peut toujours être tendancieuse, il faut donc toujours faire attention. Donc l'intelligence artificielle, oui, mais en prenant beaucoup de précautions. Voilà, sur ces quelques mots d'introduction, je laisse la place à Madame Devegence qui va vous dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi. C'est bon le micro ? Et je vais vous offrir pour la Fondation mon livre, justement. Vous êtes trompé de 150 pages, il fait 1362. Oh, mon Dieu. 150 pages, ça fait quand même des mois de travail en plus. Chers collègues, je m'engage à le feuilleter. Peut-être je vais attendre ma retraite pour le lire jusqu'au bout, parce que j'ai beaucoup de travail. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Merci encore. Et moi, comme j'avais prévu que peut-être vous m'offririez ce livre, je vous offre, alors évidemment, c'est moins impressionnant, mon rapport. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous verrez, les chapitres sont indépendants. Donc, bon. Vous pouvez récupérer des bouts. Je sélectionnerai quelques voilà, voilà, des choses. Merci à vous, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je vais poser ça. Alors, je vais me chronométrer, sinon vous n'êtes pas sortis avant demain matin. Donc comme ça, je suis sûre de tenir 45 minutes. Alors nous avons prévu donc de travailler sur l'intelligence artificielle
prospective sur le changement de société à venir, donc les aspects, je vais dire, introductifs à toutes ces notions, pour vous montrer un petit peu l'intérêt que peut avoir l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce que c'est, quelles vont être les conséquences sur notre société, déjà aujourd'hui, quelles sont les conséquences que l'on peut trouver. Alors, on va à peu près parler 45 minutes et ensuite on réservera un temps pour les questions, sachant qu'on arrêtera la vidéo pour les questions pour qu'on puisse vraiment répondre avec sincérité et puis tranquillité. Hein, c'est beaucoup plus, je pense, utile et pratique. Alors donc, l'intelligence artificielle, voilà. Alors par rapport à notre sujet, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on vous l'a dit, un rapport a été rendu, l'intelligence artificielle est déjà partout. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, hein, on la rencontre tout le temps. On la rencontre par exemple dans les décisions administratives automatiques, on la rencontre dans les moteurs de recherche, dès que vous utilisez Google, vous avez de l'IA, sur les réseaux sociaux, les ordres de bourse, les sites de e-commerce, les plateformes comme Netflix qui recourt à l'intelligence artificielle, le recrutement qui se fait de plus en plus avec de l'IA, les attributions de crédit, pareil, le système d'admission post-bac, les filtres anti-spam, les chatbots, les robots qui contiennent peu ou prou de l'intelligence artificielle. Donc c'est déjà une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit, l'IA existe déjà. Alors dans ce travail, on va examiner déjà qu'est-ce que c'est que l'IA. Ensuite, on étudiera les usages actuels et prospectifs aussi, les défis de l'IA pour la société de demain dans un dernier temps. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Nous allons essayer de... Alors, je suis juriste, je ne suis pas chercheuse, moi, je ne suis pas scientifique en intelligence artificielle, je suis juste juriste. Donc, je vais vous expliquer la façon dont moi, j'ai compris l'intelligence artificielle. Alors, la définition, déjà, on vous a économisé une définition longue, je ne vais pas le faire. Cette définition, si je l'aime beaucoup, elle a été rédigée par les experts de haut niveau de la Commission européenne en 2019, et elle est intéressante parce qu'on vous définit les systèmes d'intelligence artificielle comme soit donc des logiciels, donc on vous évoque aussi la possibilité que ce soit matériel. Donc quand on vous parle de matériel, c'est le robot, hein, grosso modo, le robot ou d'autres systèmes matériels. Hein. Donc l'IA, c'est le fonctionnement, c'est le logiciel, et le système matériel, ça peut être le robot, qui va être conçu par des humains et qui, ayant reçu un objectif complexe, agissent dans le monde réel ou numérique, donc là c'est quand ça reste nature informatique, en percevant leur environnement par l'acquisition de données. Donc on parle d'environnement, donc ça, de manière spatiale, en interprétant les données structurées ou non structurées qui ont été collectées, en appliquant un raisonnement aux connaissances et en traitant des informations dérivées de ces données, en décidant de la meilleure action ou des meilleures actions à prendre pour atteindre un objectif qui a été donné. Sachant que dans la définition qui a été donnée par l'IA Act, on vous dit que c'est l'humain qui va déterminer l'objectif. Ensuite, la définition part sur les différentes possibilités d'IA, IA symbolique, etc., qui sont un peu moins, en tout cas pour l'instant, intéressantes. Alors la définition juridique, donc là l'intérêt de la définition qui a été donnée par le Parlement européen et le Conseil, c'est que, donc, le 21 avril 2021, dans la proposition de règlement, que j'appellerai l'IA Act, c'est que vous avez une définition qui est juridique de l'IA. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très compliqué à définir. Quand on rédige un rapport, on se rend compte que c'est éminemment compliqué. Alors, dans mon ouvrage, j'avais défini le robot. Déjà, le robot, c'était quasiment impossible à définir parce que personne n'est d'accord pour définir un système. Parce que chaque chercheur le définit par son approche personnelle. Ce qui fait que c'est très très difficile d'avoir une seule définition. Donc là, c'est déjà une sacrée épreuve de réussir à avoir une définition qui soit assez courte. Nécessairement, elle est imparfaite. Donc c'est défini comme un système d'intelligence artificielle, comme un logiciel qui est développé au moyen d'une ou plusieurs techniques et approches énumérées à l'annexe 1. Dans l'annexe 1, vous avez les différentes, on en reparlera, les différents systèmes d'intelligence artificielle. Vous avez de l'IA symbolique, du machine learning, du deep learning et des approches statistiques bayésiennes, etc.
donc et, en plus, donc non seulement on remplit l'annexe 1, et qui peut, pour un ensemble d'objectifs donnés définis par l'homme, donc c'est bien l'humain ici qui doit donner les objectifs à la machine, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le cas d'une machine, donc au niveau de prospective, qui va se fixer ses propres objectifs. D'accord ? Donc on est dans la réalité purement actuelle, c'est vraiment la chose, c'est le robot ou le système d'IA a des objectifs fixés uniquement par l'humain ici. Donc qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats, donc des réponses, des résultats c'est des réponses, tels que des contenus, des prédictions, des recommandations, des décisions, et il y en a d'autres comme terminologie, influençant les environnements avec lesquels il interagit. Alors, on ne va pas discuter sur les qualités ou pas de cette définition, on n'aura pas le temps, ce n'est pas l'objectif, en tout cas pour aujourd'hui, de travailler sur ça, mais en tous les cas, au moins, on a une définition de point de départ. Alors, l'évolution de l'IA, qu'est-ce que c'est que l'IA? Pour vous faire un petit panorama, eh bien, vous avez la naissance de l'IA. Vous le savez très certainement, mais j'ai fait ce petit schéma, je pense que ça va vous résumer très simplement la chose. L'IA, en réalité, est née en 1956, officiellement, comme un nouveau domaine, par plusieurs scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet, qui ont déposé un papier pour avoir des financements et qui se sont dit, mais comment je vais appeler mon nouveau domaine? Et ils ont voulu que ce nouveau domaine attire l'attention pour avoir des fonds. Et pour attirer l'attention, ils se sont dit, je vais appeler ça une intelligence, parce que l'idée c'est effectivement de copier l'intelligence humaine, mais on va appeler ça intelligence artificielle. Donc là, certains aujourd'hui critiquent cette notion d'intelligence artificielle. Ce n'est pas non plus l'objectif de cette conférence, mais en tous les cas, on voit bien comment est née quand même cette intelligence artificielle. Donc c'est un nouveau domaine, et ce nouveau domaine relève de ce qu'on appelle l'IA symbolique. Alors l'IA symbolique, on le refera après, on va développer un petit peu. Donc c'est une IA qui part de connaissances qui vont être transmises à la machine, mais par des humains. En fait, l'humain a une présence extrêmement importante dans l'IA symbolique, et ça prend la forme l'IA de règles qui vont être préprogrammées par l'humain dans la machine. Donc c'est quelque chose qui est efficace, mais qui est peu souple. Ensuite, dans les années 80, vous avez le début. Alors les dates sont approximatives, ça dépend les auteurs. Approximativement dans les années 80, où vous avez le début du machine learning, et ensuite vers 2010, vous avez à peu près 2010. Le début du deep learning, donc des premiers réseaux de neurones. Alors, sachant que certains scientifiques estiment que le deep learning est né beaucoup plus tôt, j'ai un collègue qui m'a dit que le deep learning, au regard des travaux qui avaient lieu autour de lui, qui lui ne travaille pas dans le deep learning, déjà avait commencé dans les années 80. Mais dans les années 80, le problème, c'est pourquoi ça a explosé dans les années 2010, c'est que le big data, on ne connaissait pas, et aussi les puissances de calcul, elles étaient extrêmement faibles. Donc, ça existait en théorie, mais en réalité, ça a pu prendre son ampleur que lorsqu'on a eu le matériel capable de supporter le deep learning. Et le machine learning et le deep learning portent un nom, c'est ce qu'on appelle l'IA connexionniste. Donc l'IA connexionniste va partir d'exemples de solutions qu'elle va être capable d'extrapoler avec des méthodes statistiques. Donc on va pouvoir induire un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on va voir ici. En suivant. Donc, deux domaines, l'IA symbolique, l'IA connexionniste, c'est deux domaines différents. Alors, ces deux domaines, il ne faut pas croire que l'IA symbolique a disparu. Il faut bien prendre conscience que l'IA symbolique, aujourd'hui, vous avez énormément de chercheurs qui continuent, d'ailleurs j'en connais plein, qui continuent à travailler sur l'IA symbolique. D'accord ? Ce n'est pas la vieille IA, c'est une IA qui existe encore aujourd'hui, qui a encore énormément d'avantages, sachant qu'aujourd'hui, en plus, d'autres chercheurs se sont greffés et travaillent sur l'IA connexionniste. Donc l'IA symbolique, qui est définie comme... donc c'est l'intelligence artificielle qui s'appuie sur des systèmes de règles, je vous ai dit, construites par un humain, qui va simuler le raisonnement humain pour aboutir à des conclusions. Donc par exemple, vous savez que le système Deep Blue a pu battre Garry Kasparov aux échecs en 1997 pour la première fois. Alors, les points positifs de l'IA symbolique, pour faire rapide,
c'est que le système fonctionne même avec très peu de données. Typiquement, avec une donnée, ça peut fonctionner, hein, parce que ça ne nécessite pas d'être nourri par un grand nombre de données. Ensuite, deuxième avantage, avec de l'IA symbolique, on peut réussir à comprendre pourquoi le système a proposé une solution. Donc si on utilise de l'IA symbolique, par exemple en santé, et que le système donne une solution, un résultat par rapport à une maladie, eh bien on sait pourquoi. Ça peut être compliqué de retrouver, mais on peut retrouver l'explication, le pourquoi le système a donné cette solution. Et on parle d'explicabilité de l'IA symbolique. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on trouve évoqué par la Commission l'idée que l'IA symbolique, lorsqu'on est face à du machine learning, du deep learning qui est en boîte noire, on verra ça après, eh bien on peut imaginer l'IA symbolique comme donnant des réponses pour aider à expliquer des parties du système. Donc l'IA symbolique, c'est quelque chose qui a quand même des points positifs. Mais malheureusement, vous avez des points négatifs. C'est que l'ensemble des règles doivent être définies par un humain à la main. C'est pour dire ça d'une manière, c'est pas facile à la main, mais à la main, une à une. Donc ça prend énormément de temps et ça exige que le scientifique pense à toutes les hypothèses. Alors, le système, évidemment, ne va pas improviser de lui-même, il ne peut pas, il suit les règles, bêtement, et il va agir uniquement en fonction des enseignements que l'humain lui aura donnés. Donc, pas d'innovation. Alors, un système expert, je vais vous le passer rapidement pour vous montrer un petit peu. Donc, vous avez le fonctionnement. Donc, le système expert, pour l'histoire de l'IA, en réalité, l'IA symbolique, quand elle était à la mode, on parlait d'IA, d'intelligence artificielle. Ensuite, il y a une période... Alors l'IA, c'est ça fait des creux, des creux et des vagues. Vous avez des hivers de l'IA, ensuite ça ressuscite. Et on repart vers des fonds qui sont donnés aux chercheurs, et ensuite on retombe dans un hiver. Et donc, quand l'intelligence artificielle était vraiment à la mode dans les années 50, 60, on parlait d'intelligence artificielle. Ensuite, elle n'a plus été à la mode parce qu'on s'est dit que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le pensait. Parce qu'on a toujours beaucoup de présupposés. On imagine l'IA comme quelque chose qui est assez miraculeux, ce qui est totalement faux aussi. Donc, les chercheurs n'ont plus osé dire qu'ils faisaient de l'IA. Les chercheurs ont fini par dire qu'ils travaillaient sur des systèmes experts. Hein. Il a fallu qu'on revienne aujourd'hui à la mode avec l'intelligence artificielle pour que nos experts, nos chercheurs en IA, osent dire à nouveau qu'ils font de l'IA, hein, et de l'intelligence artificielle symbolique. Donc vous avez le système qui vous expliquait ici pour réussir à programmer de l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas vous embêter avec un exemple, hein. Donc je vous ai un peu expliqué comment on faisait pour programmer une IA symbolique. Ce n'est pas si compliqué que ça. Donc vous décrivez les règles, vous avez ensuite, une fois que les règles sont identifiées, vous avez une base de connaissances, et ensuite vous avez des déductions qui vont pouvoir être faites par rapport à l'utilisation de ce système, et on va pouvoir avoir des solutions, et le système va pouvoir générer un certain nombre de solutions plus ou moins nouvelles, sachant que c'est nécessairement programmé. Donc on peut acquérir de nouvelles connaissances, mais c'est toujours sur la base de déduction. L'IA connexionniste, alors celle-ci est très à la mode. Alors rapidement, dans un seul slide, je vais vous décrire ça très rapidement, ensuite on va développer un petit peu. Vous avez dans l'IA connexionniste deux domaines. Vous avez le machine learning, le deep learning. Le machine learning, on verra après, c'est un mot générique en réalité qui reprend le tout. Le machine learning, vous avez des données en entrée, vous avez de l'extraction de données qui va être réalisée, donc vous avez un humain qui va être obligé de donner des spécificités à la machine pour qu'elle puisse travailler. Ensuite, on fait fonctionner l'IA pour, par exemple, ici, un classificateur d'images. Et l'IA donne une solution, par exemple, est-ce que c'est une voiture, oui ou non? Et elle va être capable ou pas de reconnaître la voiture. Si elle se trompe, on recommence l'entraînement, etc., jusqu'à temps qu'elle soit capable de reconnaître une voiture. Le deep learning, la différence, c'est que vous n'avez pas d'humain qui va venir ici vous donner un certain nombre de spécificités en intelligence artificielle, de sorte que c'est la machine qui va être capable de les découvrir toute seule. D'accord ? Donc c'est complètement différent. Alors, le machine learning, ici, donc, c'est un terme générique. Donc quand on vous dit machine learning, c'est parfois un peu troublant et qu'on ne précise pas. Potentiellement, ça inclut le deep learning.
hein, donc c'est un terme vraiment générique. Donc le machine learning s'appuie sur des algorithmes statistiques pour apprendre à une machine, par exemple, à reconnaître une image, comme une image médicale. Pendant la période Covid, on a beaucoup vu des scientifiques en train de travailler sur les images médicales. Il y a beaucoup d'articles, je dirais des milliers d'articles qui ont été publiés sur l'IA et le Covid. Donc à reconnaître aussi le visage dans une foule, pour les mêmes raisons en Covid. Interpréter, traduire un texte. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les textes en eux-mêmes. Et la traduction de texte. D'ailleurs, dans ma chaire IA responsable, on va aussi travailler sur des textes, voir si l'IA est capable de comprendre des textes juridiques, et notamment la charte des droits fondamentaux. L'IA va pouvoir prévoir des ventes, identifier des consommateurs, des groupes de consommateurs, recommander des produits, des contenus, etc. Alors, les points positifs ici, c'est que la machine va pouvoir apprendre sans être programmée spécifiquement. D'accord ? Donc on lui donne, il y a le système d'IA bien sûr, mais on n'est pas obligé de programmer chaque règle pour qu'elle réponde à chaque fois à chaque question. Donc pas de programmation explicite à cet effet. Donc ça c'est très intéressant, ça fait gagner un temps énorme et donc de l'argent, notamment aux entreprises. Deuxième chose, c'est que le machine learning fonctionne à partir d'une base de données qui est en principe contrôlable. Donc, vous avez fourni, par exemple, 100 000 images. Vous êtes capable de savoir quelle image vous avez donnée au système d'IA, donc de retrouver s'il y a des problèmes de biais, par exemple, à l'intérieur de ces images. Les points négatifs, c'est que le machine learning a besoin d'une grande quantité de données pour s'entraîner, des centaines de milliers de données. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut être assez compliqué, parce qu'il peut y avoir des problèmes par rapport à où trouver ces données. Par exemple, les chercheurs en IA souvent recourent à des bases de données gratuites. Donc voilà, le problème des données, les données qui doivent être nettoyées, etc. Le machine learning impose aussi qu'un humain sélectionne les données qui sont non encore traitées. Donc ici, par exemple, sur des radios de poumons pendant la période Covid, eh bien effectivement, vous devez avoir un humain qui va devoir donner une appréciation sur cette image, donc pour pouvoir la noter en quelque sorte. La machine ne pourra pas travailler sur quelque chose qui n'a pas été référencé correctement. Et ensuite, la sélection par l'humain peut être biaisée d'une manière ou d'une autre, et donc ça, il faut l'avoir toujours à l'esprit, hein. Biaisée ou simplement erronée. Donc on a vu le cas avec un certain nombre d'illustrations pour des images qui n'avaient pas, par exemple, qui ne comportaient pas de personnes ayant une peau noire, par exemple, parce que les images qui étaient utilisées dans le machine learning ne comportaient que des images de personnes à la peau blanche. Donc là, c'est extrêmement important de bien réfléchir aux données que l'on va mettre dans la machine. Un exemple rapide ici de datasets, donc des données d'entraînement. Donc, selon les domaines, vous avez différentes données. Donc, l'idée, c'est de donner des images, quand on travaille sur les images, de la même catégorie sous toutes ces expressions possibles. Donc, une voiture de face, de côté, de dessus, etc., pour que la machine soit capable de reconnaître une image. Sachant que, très clairement, le machine learning fonctionne très bien sur de l'image. C'est moins vrai sur les autres domaines, d'accord ? C'est pour ça que souvent on vous donne des exemples avec les images, parce que c'est là où ça fonctionne le mieux. Je n'ai pas dit que c'était à 100%, mais c'est là où ça fonctionne le mieux. C'est beaucoup plus compliqué dans les autres domaines. Le deep learning, donc l'apprentissage profond, donc c'est un réseau de neurones qui va comporter de nombreuses couches. Et ensuite, je ne continue pas la définition parce que c'est purement mathématique. Donc ça va être des mathématiques qui vont être ici à l'œuvre avec des histoires de poids, de gradients, de biais aussi, mais des biais mathématiques à l'intérieur du deep learning. Alors, le deep learning dérive du machine learning. Vous avez vu, c'est à l'intérieur, c'est une sous-catégorie du machine learning. Ici, le système va s'appuyer sur des neurones artificiels qui vont être positionnés en couches. Donc, il y aura une grande quantité de couches de neurones. Et ça s'inspire du cerveau humain. Et l'idée, c'est que le système d'IA soit capable d'apprendre tout seul. Donc, c'est lui qui va être capable de déterminer ce qu'il doit apprendre, par exemple, sur une image. Donc ça, c'est assez compliqué à faire.
Alors, les points positifs, c'est que la machine va pouvoir apprendre sur des données brutes, donc ça veut dire des données qui n'ont pas été pré-traitées par l'humain. Donc ça fait gagner du temps, enfin, en théorie, parce qu'en réalité, la machine va devoir travailler très longtemps et elle peut travailler 1 mois pour réussir à avoir un résultat. Donc, sur les données brutes, non travaillées par un humain. Les points négatifs sont plus nombreux que les points positifs. C'est que déjà, le problème, c'est que le deep learning doit avoir énormément de données pour fonctionner. Plus de 100 millions d'entrées. Pour réussir à avoir un résultat à peu près fiable, il faut au moins 100 millions d'entrées. Donc si on voulait travailler sur les radios de poumons pendant le Covid, il fallait au moins 100 millions de radios pour réussir à avoir une réponse efficace du système DIA. Ensuite, le deep learning exige d'importantes ressources. Donc ça, j'insiste beaucoup, il faut y penser. Il faut savoir que la consommation énergétique du deep learning est énorme. Juste pour avoir une solution pour, par exemple, une détection d'image, vous avez la valeur qui va être consommée d'une petite ville. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Le deep learning aussi travaille sur le principe d'une boîte noire. Alors c'est moins vrai, c'est de moins en moins vrai parce que beaucoup de chercheurs en deep learning ont considéré que l'objectif était d'ouvrir la boîte noire et de rendre l'IA explicable, de sorte qu'il y a beaucoup de travaux qui, depuis 2 ans, 3 ans, portent sur la boîte noire, de sorte qu'aujourd'hui, on dirait plutôt que c'est une boîte grise et plus tout à fait une boîte noire. Néanmoins, l'idée de cette boîte noire qui est plutôt grise, c'est de vraiment essayer un jour de savoir exactement pourquoi la machine a donné cette solution. Pourquoi elle vous a dit que vous deviez, par exemple, opérer, lorsque c'est une IA en matière de santé, opérer une tumeur. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit qu'il fallait utiliser de la chimio? Ça, c'est encore des choses qui sont très difficiles à faire, savoir pourquoi elle a donné ce résultat. Alors, la question qui va se poser aussi, toujours dans l'introduction, ce n'est pas une introduction, c'est une première partie, mais c'est une première partie introductive. Est-ce qu'un jour on ira vers une IA forte? Alors, souvent, quand vous écoutez les grandes entreprises américaines, on vous dit oui, évidemment, et on y est déjà. Non, moi je vous dirais non, évidemment, et on n'y est pas, et on n'y sera probablement jamais. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Alors, IA faible, IA forte, c'est quoi la différence en quelques mots seulement? Alors, l'IA faible, on la connaît, c'est celle dont je viens de vous parler justement. C'est celle qui est capable de réaliser une tâche. On lui demande de jouer aux échecs et de gagner. On lui demande de classer des radios de poumons. On lui demande de réussir à détecter un visage dans une foule. C'est ça. Donc, par exemple, la reconnaissance de chat, etc. OK. Sachant que vous voyez la différence entre l'IA et l'humain. L'IA, pour qu'elle reconnaisse un chat, il faut 100 000 images, alors qu'un être humain, pour reconnaître un chat, il voit une fois, 2 fois un bébé, directement, il reconnaît un chat, sans erreur, sans aucune erreur. Donc on voit quand même que la machine n'est pas aussi évoluée. Donc elle n'est pas capable de faire absolument n'importe quoi encore aujourd'hui. On est vraiment dans l'enfance de l'intelligence artificielle, dans la toute petite enfance même de l'intelligence artificielle. Alors, donc l'IA telle qu'on la connaît ne s'est pas généralisée, ne s'est pas appliquer une règle à une autre situation. Donc pour le moment, l'humain n'est pas prêt d'être remplacé. Donc je donne l'exemple de la physique. L'IA ne peut pas imaginer qu'il y a des règles physiques qui s'appliquent à une chute de balle, par exemple. Alors que l'IA forte, ou l'IA générale, ça dépend, certains l'appellent plutôt l'IA générale. Donc là, ça dépasse ce qui existe aujourd'hui. C'est une IA qui est dotée d'une conscience, ou quelque chose qui s'assimile à une conscience, ou qui ressemble à une conscience, en tout cas, qui peut avoir un début de sentiment, qui peut avoir une pensée qui lui est propre. Donc ici, avec cette idée qui n'existe pas encore, on est vraiment à l'état de prospectif ici. Ici, la machine serait donc capable de trouver des réponses à des questions complexes, comme un être humain. Donc là, on n'y est pas du tout. On est absolument incapable d'avoir une IA forte, sachant que vous avez quand même certains concepteurs qui vous disent « moi, mon IA, elle est forte ». Par exemple, on dit que Siri, c'est de l'IA forte. Ce n'est pas vrai, c'est du machine learning.
Donc aujourd'hui, même les IA les plus performantes, celles qui sont top du top, pour prédire des infractions, par exemple, ou pour détecter des maladies, sont toujours de IA faibles. Alors, je crois qu'il y a un petit problème d'écran. Oh. Peut-être que c'est moi qui ai éteint le... C'est une intelligence artificielle forte. Ouais. Attendez, je vais essayer. Ou alors c'est moi qui l'ai éteint, je ne sais pas. Ah, voilà. Bon, alors. Voilà. Voilà, on y était. Parfait. Alors, est-ce qu'une IA forte existera un jour? Donc, vous avez un ouvrage qui a été rédigé par Martin Ford en 2018, qui a interrogé tous les grands chercheurs du monde, chercheurs ou pas, ou concepteurs, etc., en IA, et qui a posé la question très clairement, est-ce que vous pensez que l'IA forte existera un jour, et quelle année? Quand? Alors, vous voyez les résultats, hein. Vous avez les chercheurs vous avez 5 qui ont refusé de répondre, 16 qui ont répondu seulement à la condition que leur réponse soit anonyme, donc sur les 23 personnes, il n'y a plus grand monde, et seulement 2 ont osé répondre d'une manière non anonyme, dont Ray Kurzweil, qui est transhumaniste, et qui estime la date à 2029. Mais ceux qui sont restés anonymes estiment que la date d'apparition est à 2099. Bon, c'est pour ainsi dire jamais. Hein, voilà. Donc, selon Luc Julia, donc, le co-créateur de Siri, dans le livre, il indique que finalement, peut-être pour aller vers de l'IA forte, il faudrait peut-être changer de paradigme et utiliser autre chose que simplement de l'informatique, peut-être mêler l'informatique avec de la biologie, par exemple. Hein, donc, il y a des chercheurs qui travaillent sur des neurones vivants, sur lesquels ils fixent des mini-robots pour que on puisse faire des déplacements, par exemple. Ça fonctionne avec des neurones de rat, par exemple. Donc peut-être qu'en alliant, en alliant ces différentes disciplines, on pourra obtenir un jour de l'IA forte, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du certain. Alors, quels sont maintenant les usages actuels, les usages futurs de l'IA? Alors, les usages actuels et les usages futurs, vous avez toute une série. Alors, c'est que quelques-uns. J'ai essayé de les résumer par des mots-clés. Évidemment, il y en a d'autres. En santé, dans l'industrie, c'est ce qu'on va développer après, parce que j'étais obligée de choisir. Sinon, j'avais 200 slides, donc je ne voulais pas vous retenir jusque demain matin. Hein, donc, on va développer rapidement santé et industrie. Mais j'ai été triste, mais j'ai dû enlever judiciaire et juridique, qui est évidemment aussi un grand sujet, hein, puisque vous avez de la justice prédictive, qui est une grosse question devant les juridictions. Les États-Unis ont déjà utilisé de la justice prédictive, hein, qui a posé un certain nombre de problèmes, notamment de biais par rapport aux décisions qui ont été prises. Dans les transports, alors là, c'est des questions immenses et très intéressantes. Dans les transports, mettre de l'IA pour obtenir des voitures autonomes. Aujourd'hui, les voitures autonomes ne sont pas vraiment autonomes. Je dirais même qu'elles ne le sont pratiquement pas. Les services divers et variés, les plateformes, tout ce que vous voulez. Dans l'éducation, donc là, vous avez des travaux qui portent sur allier l'éducation, l'enseignement, par exemple, avec de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez toutes sortes de propositions. Vous avez, par exemple, les propositions à la chinoise, où vous avez des enfants qui portent des casques pour voir leur degré d'attention en classe. Et au moment où l'élève commence un petit peu, la maîtresse a son tableau récapitulatif de l'attention de l'élève, et elle sait très bien qu'un tel est en train d'être moins attentif, et elle peut lui signaler qu'il faut se reprendre. Aussi l'usage de l'intelligence artificielle dans la ville, évidemment, la ville du futur. Hein, c'est un gros chantier. Certaines grandes villes qui ont commencé déjà à travailler sur ces questions, hein, européennes et ailleurs. L'agriculture, ça aussi c'est un très très gros sujet. L'agriculture et toute la question environnementale. Vous avez beaucoup de robotique agricole qui sont en train d'être développées, notamment en France. Et enfin, la sécurité et l'aspect militaire. On parlait tout à l'heure des salas, ça en fait partie. Hein, il y a beaucoup de questions qui se posent, qui ont évolué au fil du temps et qu'on ne pourra malheureusement pas ici développer. On va se contenter de seulement deux choses, de la santé et de l'industrie. Et très rapidement.
Premier cas, premier exemple, la santé. Alors aujourd'hui déjà, on utilise l'IA en santé. Hein, c'est un fait. Je dirais que vous avez les deux grands domaines dans lesquels on a commencé à utiliser de l'IA et de la robotique, ça a été industrie, santé. Voilà, historiquement, c'était les deux premiers. Donc on retrouve l'IA dans de nombreux domaines en santé. Je vais juste vous faire un récapitulatif des domaines très intéressants, qui sont l'une de mes passions. En robotique chirurgicale, on développe, en robotique d'assistance à la personne, dans les systèmes d'IA d'aide au diagnostic et à la décision, et enfin dans certains objets de santé connectés. Alors en robotique chirurgicale, donc là vous avez l'exemple d'un robot chirurgical, vous avez différentes sortes de systèmes. Alors pour vous résumer la chose, vous avez des systèmes qui impliquent plus ou moins le chirurgien. Alors vous avez actuellement, ce type de robot fonctionne de manière semi-active. Donc vous avez le médecin, l'humain qui est toujours aux commandes. Donc ce n'est pas l'IA qui va piloter entièrement l'opération, c'est l'humain, donc c'est le cerveau humain qui va piloter l'opération. Et donc c'est l'humain qui reste dans la boucle décisionnelle de la machine. Et donc c'est vraiment, il n'y a pas de perte de contrôle de l'humain. Ensuite, vous avez dans le système actif, l'idée c'est de rajouter de l'intelligence artificielle au système robotisé. Alors je travaille avec des chercheurs sur cette question-là, et c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc c'est en cours, mais c'est plutôt de l'ordre du prospectif. Alors c'est très compliqué parce que l'IA, par exemple, si vous avez une opération qui va être réalisée de manière entièrement autonome par de l'intelligence artificielle, bien le problème de l'intelligence artificielle, c'est que, notamment en machine learning, c'est que la machine ne sait pas quand elle se trompe. Et pire, elle ne sait pas quand elle ne sait pas. Donc si elle doit opérer et que le patient, par exemple, a un organe qui n'est pas tout à fait à la bonne place, il est possible que la machine ne s'en rende pas compte et quand même bouge l'instrument et perfore un organe, coupe une veine, etc. Donc il y a encore des difficultés. Il faut reconnaître qu'il y a encore des difficultés. C'est très intéressant, c'est vraiment un domaine où beaucoup de chercheurs travaillent et réfléchissent en équipe pluridisciplinaire et internationale. Mais c'est vraiment, on est au début aussi. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Alors bien sûr, dans les systèmes passifs, quand vous avez le chirurgien qui est directement sur le patient, bien, vous avez toutes sortes de technologies aussi autour de ça. Par exemple, on utilise souvent de la réalité augmentée, où le médecin peut directement voir le patient avec la modélisation des organes, etc., dans le patient, et ça peut donner vraiment de grands avantages en termes d'opération, pour éviter les erreurs, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très, très intéressantes. La robotique d'assistance à la personne, c'est quelque chose aussi qui est très, très important, qui est vraiment assez méconnu du grand public. Enfin, ils connaissent un peu, ils en ont entendu parler, mais c'est vraiment un sujet de toute première importance, je vous dirai pourquoi juste après. Et vous avez toutes sortes de robots d'assistance à la personne. Alors moi, je travaille aussi avec des chercheurs sur ces sujets-là. Souvent, ces robots ne sont pas tout à fait sortis du laboratoire. Donc on vous en parle comme si c'était déjà maintenant, mais en réalité, c'est plutôt de l'ordre du prospectif. Alors vous en avez énormément. Vous avez les robots d'assistance aux soins. Par exemple, je travaille avec une équipe de chercheurs à Nice sur des déambulateurs robotisés, des fauteuils roulants robotisés ou des bras robotisés qui seront embarqués sur des chaises roulantes robotisées ou des machines qui vont être capables de délivrer des médicaments, des robots de réhabilitation des personnes pour rééduquer par exemple. Vous avez des robots de substitution. Alors là, c'est vraiment le sujet extrêmement intéressant des prothèses robotisées, des exosquelettes par exemple. Il y a plein de choses qui se font actuellement sur ces questions-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les prothèses qui sont directement connectées au cerveau. C'est vraiment des choses passionnantes. Les robots sociaux qui peuvent être de l'ordre du médical ou simplement pour tenir compagnie à une personne âgée. Les robots de téléprésence ou de téléassistance qui permettent de passer des appels, par exemple, téléphoniques sans bouger de là où on est, en visio, et le robot peut nous suivre également si on se déplace, c'est aussi très intéressant. Ça a été beaucoup utilisé pendant le Covid aussi. Pendant que les patients étaient interdits de visite, on utilisait beaucoup la téléprésence. Les robots utilisés dans la vie courante, des robots de nutrition pour habiller, laver les personnes, etc. Ça, c'est pas encore une réalité. Un robot qui vous lave les cheveux a tendance à vous les arracher, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment à l'étude.
et tout ce qui est maison intelligente connectée. Alors ça aussi, c'est vraiment un sujet extrêmement important. C'est une maison qui va être entièrement connectée, avec un sol intelligent qui est capable de détecter si une personne est tombée, un robot qui est capable de voir la personne si elle est tombée et lui demander, ce qu'elle a, si elle va bien, etc. Et si jamais on se rend compte que la personne est vraiment dans un triste état, la machine, le système d'IA est capable de prévenir les secours, etc. Donc ça, c'est des domaines passionnants sur lesquels on doit absolument travailler. Pourquoi ? Parce que c'est la grande question. C'est la grande question des années à venir pour deux raisons. Parce que le handicap est quelque chose qui est vraiment présent. Avec les progrès de la médecine, vous avez de plus en plus de naissances d'enfants qui sont potentiellement handicapés. Et deuxièmement, grâce au progrès de la médecine, vous avez aussi la population qui a vieilli. Donc là, vous avez le petit schéma. Donc effectivement, vieillissement, handicap, c'est deux difficultés qu'il va falloir réussir à surmonter. Nos pays européens vont être de plus en plus vieux et malades, handicapés. Et dans cette hypothèse, il faut trouver une solution. Et la seule solution pour réussir à traiter d'une manière humaine ces personnes, ce n'est pas forcément de les placer dans des mouroirs, comme on a pu le voir, mais effectivement de laisser ces personnes au domicile, avec une machine qui va venir s'occuper, de leur donner des soins, etc. Ça posera d'autres questions, on en parlera plus tard. Les algorithmes d'aide au diagnostic et à la décision dans le secteur médical. Alors là, vous avez ici un article qui était pendant le Covid sur les détections de poumons et de taches sur le poumon pour détecter la présence de Covid. Donc ça, on l'utilise largement en médecine pour détecter le cancer de la peau, pour examiner des radios, etc. Ça marche très très bien, c'est très intéressant, c'est très efficace. Et vous avez aussi des systèmes d'aide à la décision qui peuvent, par exemple, amener à un tri de patients. Alors, ce n'est pas encore opérationnel, hein, mais parce que ça pose des questions éthiques assez considérables, ne serait-ce que pendant le Covid. C'était une grosse question, ça aussi. Mais en tous les cas, c'est des choses qui sont déjà utilisées dans les établissements hospitaliers de l'IA. Les objets de santé connectés, là, très rapidement, hein, ça va souvent en complément avec d'autres systèmes, d'autres IA en santé, où vous avez ici un peu l'idée que le patient va pouvoir prendre sa santé en main et que vous avez donc une surveillance qui va pouvoir être menée par le patient lui-même ou par le patient consommateur. Alors, l'avantage de cette santé connectée, c'est que le patient consommateur ou le consommateur malade ou pas malade devient lui-même acteur de sa propre santé. Hein, donc, on veut aller vers la prise en charge par la personne elle-même de sa propre santé dans une idée de prévention aussi. Ça, c'est aussi des choses qui sont en train d'être travaillées. Donc, il y a des impacts sur les assurances, par exemple, etc. Alors, le second exemple, l'industrie, ça va être très bref. Je vous ai préparé un petit schéma pour vous montrer l'évolution de la robotique et de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Donc, vous avez globalement ce qui se passait avant les années 2010 et ce qui se passe depuis les années 2010. Avant les années 2010, vous aviez les vieux robots dont vous avez probablement entendu parler, industriels, utilisés dans les grosses industries en cage parce qu'ils étaient extrêmement dangereux. Donc ça a commencé à pénétrer l'industrie vers les années 50-60. Et ensuite, à partir des années 2010, eh bien, vous avez eu le développement exponentiel de toutes les nouvelles technologies dans l'industrie, avec les robots collaboratifs. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les robots collaboratifs, en collaboration d'ailleurs avec les industries, les exosquelettes, tous les appareillages et outils qui sont utilisés dans l'industrie, par exemple les AGV, qui sont des systèmes robotisés particuliers pour transporter par exemple des choses. Tous les objets intelligents qui vont être aussi utilisés dans l'industrie, ainsi que les algorithmes d'IA qui peuvent être utilisés à de multiples occasions. Notamment, on a vu un algorithme d'IA être membre d'un conseil d'administration d'une grande entreprise, je crois, coréenne. Alors, la grande nouveauté, c'est que vous avez vraiment le développement exponentiel à partir des années 2010 de tous ces systèmes, toutes ces technologies, au point qu'on vous parle d'usines du futur, d'industrie du futur. C'est aussi tout un sujet
très très important qu'on n'a pas le temps de développer. Alors, quels sont les bénéfices de l'IA dans le cadre de l'industrie? Alors ça, c'est clair et net. Hein. Effectivement, le recours à l'IA est un gage de concurrence efficace. Hein, effectivement, ça permet d'augmenter la productivité, de rationaliser les coûts de production, de s'adapter pour l'usine du futur au goût du client. Hein. On peut faire du cas par cas, ce qui va permettre aux entreprises européennes de réussir à affronter la concurrence mondiale. Enfin, on peut l'espérer. C'est aussi un gage de santé et de sécurité du salarié, puisque dans le cadre d'une usine qui est entièrement connectée, eh bien, on réussit à protéger davantage le salarié. Par exemple, les systèmes robotisés sont extrêmement sécurisés en termes de santé et de sécurité du salarié. Vous avez également la sécurité et la santé des consommateurs, puisque tous ces produits sont traçables. Et vous avez également l'impact environnemental qui est très intéressant puisque ce type de nouvelle industrie peut réduire considérablement l'impact environnemental, totalement dans le cadre de l'usine du futur. Alors, passons maintenant aux défis pour la dernière partie, les défis de l'IA pour la société de demain. Alors, j'ai dû réduire malheureusement mes propos considérablement, donc j'avais beaucoup de slides, je vous ai épargné. Beaucoup de choses, mais quand même quelques éléments. Alors vous avez grosso modo toutes ces questions qui se posent, qu'on ne va pas développer bien sûr. La première question qui se pose est que les gens, que les personnes qui sont soumises à l'intelligence artificielle dans la rue, c'est mais que vais-je devenir? Mon travail va-t-il encore exister demain? Donc ça, c'est une préoccupation importante. Deuxième préoccupation, c'est l'impact de l'IA sur les personnes. Ensuite, mais toutes ces préoccupations sont liées les unes aux autres. La transformation de la société, liée à l'intelligence artificielle. Par exemple, je vous ai parlé de l'IA et de l'éducation. Bien oui, d'accord. Mais si on met de l'IA pour éduquer nos enfants, est-ce que ça ne va pas changer le modèle éducatif? Est-ce que ça ne va pas changer le regard qu'on a sur l'enseignant? Est-ce que ça ne va pas changer le regard qu'on a sur l'école? Toutes ces évolutions doivent être pensées avant qu'on puisse vraiment, à mon sens en tout cas, mettre de l'IA à l'école. La problématique environnementale, ça c'est évident. Je vous ai parlé que dans l'usine du futur, c'est très bien, on peut réduire les consommations énergétiques, oui. Mais quand vous entraînez un réseau de neurones et que ça consomme comme une petite ville par exemple, ça pose des questions. Sachant que dans tous les laboratoires, quand on s'entraîne à fabriquer des réseaux de neurones, le chercheur s'entraîne et il entraîne l'IA. Et du coup, vous avez tout le temps, partout, des consommations énergétiques qui sont extrêmement importantes. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation à avoir. Et ensuite, les enjeux de cybersécurité qu'on ne va pas du tout développer, c'est tout un champ d'études. Effectivement, vous mettez en place une usine du futur, vous mettez en place une ville du futur, mais si elle est piratée, eh bien, effectivement, ça ne sert à rien. Donc, malheureusement, on est mal préparé. On est mal préparé en matière de cybersécurité. Donc, tout ce qu'on fait, c'est bien joli, mais il faut vraiment tenir compte du fait que les pirates peuvent avoir accès à des technologies, à bloquer une industrie, une usine complète, peuvent bloquer une ville complète en agissant sur, par exemple, le transport. Donc c'est vraiment extrêmement important d'y penser. Donc ça, c'est aussi un enjeu. Alors moi, je vais me contenter des deux premiers, le devenir du travail et le sort des emplois. Le devenir du travail, donc vous avez les conséquences économiques du développement de l'IA sur l'industrie, on va parler de l'industrie surtout, et les conséquences de l'IA et de la robotisation par rapport à l'emploi industriel. Alors je vais aller vite parce que peut-être que vous avez déjà vu ce genre de schéma. Donc ces schémas représentent le déclin industriel en France, hein, je pris l'exemple français. Donc on voit qu'effectivement vous avez l'industrie qui vieillit beaucoup. Et vous voyez aussi que le stock de robots, il est plutôt en diminution, alors qu'on pensait au contraire qu'on avait le développement de la robotique vraiment important, notamment en France. Ce n'est pas tout à fait le cas, contrairement à d'autres pays comme la Chine, par exemple. Alors, l'emploi également industriel ne cesse de décroître, donc là vous avez le petit schéma. Et souvent, on accuse les nouvelles technologies, on accuse la robotique. On dit si on n'a plus de travail dans l'industrie, c'est parce que vous avez mis des robots. Et on s'aperçoit que
contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment si on prend l'exemple de la France, eh bien, on a très peu de robots, alors que nous avons quand même un déclin de l'emploi industriel. Donc ce n'est pas nécessairement lié à la robotique. Je ne dis pas que la présence de la robotique et de l'IA n'a pas une certaine influence sur l'emploi, mais en tous les cas, pas forcément ici au sens de ce schéma. Alors, par rapport aux conséquences sur l'emploi industriel, vous avez diverses études que je vais vous résumer en 2 slides. Vous avez des études pessimistes qui considèrent que le numérique, alors c'est des études sur le numérique va faire nécessairement disparaître les emplois. Donc par exemple, vous avez des études qui vous disent que vous aurez près de 40% des emplois qui vont pouvoir être automatisés d'ici une vingtaine d'années. Et que seulement les emplois à valeur intellectuelle vont pouvoir être préservés, mais les emplois plutôt manuels ou mixtes, c'est-à-dire et manuels et intellectuels, risquent aussi d'être supprimés. Donc ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles les chercheurs qui travaillent sur ce type d'études pointent ce risque de suppression de certains emplois. À l'inverse, vous avez des études qui sont optimistes et qui vous parlent de transformation des emplois et de processus de destruction créatrice d'emplois. Je n'ai pas d'opposition là-dessus. J'avoue que je me pose des questions. Donc ces études vous expliquent effectivement, c'est vrai que vous avez des emplois qui sont soumis à des disparitions, mais vous allez avoir une nouvelle création d'emplois. Et souvent, ils aiment bien prendre des anciens métiers comme des rémouleurs, comme des vieux métiers de rue qui ont disparu avec les technologies de l'époque qui sont apparues. Mais je ne sais pas si ça peut être convaincant, pour différentes raisons qu'on va peut-être exposer après. Alors, au regard du travail lui-même, que va-t-il se passer en cas de mutation du modèle de l'entreprise? Donc là, vous avez l'exemple d'une entreprise où vous avez quelque chose qui est entièrement automatisé. Je ne vous mets pas la vidéo, mais c'est l'idée d'usine du futur. C'est vraiment une usine dans laquelle vous allez avoir, tout va être rationalisé, les coûts vont être rationalisés, les machines vont pouvoir fonctionner par cycle. Vous allez avoir très peu d'humains en fait qui vont être présents dans l'usine du futur. Donc, ce n'est pas simplement un changement de l'industrie ou de l'entreprise, ça va être, je trouve, un changement, une mutation radicale de ce qu'est l'entreprise et l'industrie. Alors, le Conseil national du numérique en France estime que les mutations économiques qui sont engendrées par les avancées technologiques, toujours dans le domaine du numérique, je ne parle pas de l'IA spécifiquement, ne sont pas qu'une continuité de ce qui existait. Au contraire, pour le Conseil national du numérique, on a affaire aujourd'hui à une véritable métamorphose. Alors laquelle parce que l'origine déjà du service a changé. Vous avez des services qui sont devenus gratuits. Par exemple, quand vous notez un restaurant, avant vous aviez des personnes qui faisaient le tour des restaurants et qui étaient payées pour faire ce travail. Aujourd'hui, vous donnez vos notes gratuitement, par exemple. Ah, j'ai encore éteint mon... C'est ce qui est juste à côté, excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors, oups, c'est l'autre. Voilà. Alors, donc, c'est le service gratuit. Vous avez la disparition du salariat de l'entreprise. Ça, c'est, je pense, le point qui m'inquiète le plus, parce qu'effectivement, on a tendance à externaliser le travail, c'est-à-dire qu'on ne recourt plus à des emplois salariés, mais à des prestataires de services extérieurs qui sont interchangeables, de sorte qu'on arrive, à mon sens en tout cas, à vraiment une précarité de l'emploi de plus en plus vraie. Et ensuite, les richesses qui vont être produites par ces systèmes aujourd'hui risquent de ne pas être redistribuées en dehors des actionnaires, selon toujours le Conseil national du numérique. Ça veut dire qu'avant, on parlait du ruissellement, l'entreprise s'enrichissait, et par l'effet du ruissellement, eh bien, ça enrichissait toutes les couches jusqu'aux ouvriers. Aujourd'hui, ça enrichit essentiellement les gros actionnaires et ce ruissellement n'apparaît plus. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, ce à quoi on peut ajouter un certain nombre de choses. Déjà, toutes ces nouvelles technologies qui vont investir l'entreprise, eh bien, il faudra que les salariés soient, s'il y en a, les personnes restant dans l'entreprise soient capables de comprendre de quoi il s'agit. Et ce n'est pas du tout certain.
Que faire des personnes un peu âgées qui ne comprendront pas? Donc ça va être vraiment très important de repenser la place de toutes ces personnes dans l'industrie ou dans le domaine de l'entreprise au sens large. Ensuite, cette IA dans l'entreprise a pour conséquence d'augmenter le risque de surveillance des salariés. Donc ça, c'est typique, hein, une affaire récente l'a montré. Vous avez un employeur qui a demandé à une salariée d'utiliser une application pour qu'elle puisse être géolocalisée, mais malheureusement, il avait accès à sa géolocalisation à tout instant. Donc c'est véritablement une problématique auquel il faut penser lorsqu'on travaille sur l'IA et l'industrie et l'entreprise. Et le risque aussi qui a été clairement démontré par les philosophes et les éthiciens, c'est le risque que l'IA vienne déshumaniser le travailleur, vienne déshumaniser le travail. Le travail perd son sens et le salarié, le travailleur ne risque de ne plus trouver sa place dans le monde du travail. Et quand on sait que dans nos sociétés, l'humain, sa place, c'est son travail, avant tout, c'est le travail, eh bien, on peut se poser quand même pas mal de questions sur le devenir de l'homme et sur la façon dont il va pouvoir lui-même s'apprécier dans un monde du travail. Et en plus, enfin, on peut, d'ailleurs, la crise Covid nous l'a montré, il y a un risque de porosité vie professionnelle et vie privée. Second exemple, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Le second exemple, c'est par rapport aux questions d'impact sur la société. Donc l'IA soulève des questions absolument cruciales pour la société, pour les êtres humains. Alors, je vais vous donner un exemple extrêmement rapide, et après on va développer un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus pour très longtemps. Donc on sait par exemple qu'un système d'IA peut avoir un impact sur la vie des personnes, mais si on prend un exemple concret, on va bien le comprendre. On a par exemple le cas des crédits qui vont être attribués à la personne et c'est l'IA qui va faire le filtre. Vous avez l'IA qui fait le tri de CV, vous avez la justice prédictive que j'avais évoquée, vous avez les systèmes de reconnaissance faciale. Et pourtant, la personne qui va être soumise à l'intelligence artificielle ne sait pas qu'elle va l'être. La plupart du temps, elle ne le saura pas. Ce qui fait qu'un système d'IA aura pris une décision à son égard, la personne va l'ignorer, et pourtant, on se rend compte que si elle avait su, elle aurait pu demander des comptes, par exemple, à l'entreprise, ou des comptes, savoir pourquoi et comment la machine a pu donner la décision ou ce résultat. Donc c'est la question, par exemple, de la transparence ou de l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Je vous passe le schéma. Alors, par ce petit exemple, on s'aperçoit que finalement, en matière d'IA, est apparu un nouveau domaine de l'éthique appliquée. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fascinant, l'éthique de l'IA. Alors, l'éthique de l'IA est un sous-domaine de l'éthique appliquée qui est axé sur les questions éthiques liées au développement, au déploiement, mais aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et sa principale préoccupation est de déterminer de quelle manière l'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer la qualité de vie des individus. Donc on a vraiment une vision positive. Comment on peut faire en sorte que l'IA améliore la vie des gens, leur autonomie, la liberté qui est nécessaire à une société démocratique. Donc on veut utiliser l'IA pour le plus grand bien. Alors vous avez l'Union européenne qui a travaillé déjà sur l'IA, les principes IA, les droits fondamentaux, en axant cette idée sur la confiance de l'utilisateur. Donc l'UE, elle, son idée, c'est que pour que l'IA soit utilisée par les personnes, eh bien, il faut qu'elle ait confiance dans l'intelligence artificielle. Et pour qu'elle ait confiance, il faut avoir une IA qui soit éthique et une IA qui respecte les droits fondamentaux. Et vous avez les experts de haut niveau qui ont fixé un certain nombre d'exigences clés en matière d'éthique, que vous avez forcément déjà vu passer. Et dans ces exemples d'exigences clés, vous avez par exemple la volonté humaine, et dedans, y compris les droits fondamentaux. La robustesse technique, la transparence, la non-discrimination, par exemple. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on se rend compte que dans ces exigences éthiques, vous avez un lien qui va être fait entre l'éthique et les droits fondamentaux. Alors qu'en principe, les règles de droit, c'est des règles qui sont obligatoires, qui ont été votées et rendues obligatoires par les personnes. L'éthique, c'est tout à fait autre chose. L'éthique, c'est plutôt de l'ordre des principes et de l'ordre des valeurs. Ce n'est pas quelque chose qui va être voté par un Parlement et rendu obligatoire auprès d'une population. Donc, c'est des choses qui sont un peu différentes et pourtant, en matière d'IA, les deux tendent à être un peu confondus.
Alors, c'est ça qui est assez étonnant, hein, ça fait perdre son latin à n'importe quel juriste, parce que c'est un peu étonnant ce lien qui a été fait en matière d'intelligence artificielle. Alors, Fichtre, décidément, je ne suis pas douée. Excusez-moi. Voilà. Voilà, donc le lien qui a été fait. Alors, vous avez des questions éthiques, effectivement, qui ont un lien très fort avec les droits fondamentaux. Donc là, en 2 slides, je vous ai distingué les cas où vous avez effectivement des questions éthiques où vous avez du droit. Et le cas où vous avez des questions éthiques où il n'y a pas de droit. Et ça, c'est des choses qui sont différentes. Et il faut les comprendre différemment et y réfléchir, à mon sens en tout cas, de manière différente. Donc, par exemple, les questions éthiques dans lesquelles vous avez les droits fondamentaux présents, les atteintes à l'intégrité physique, imaginons une IA, un système d'IA qui cause une blessure à une personne, c'est pas très compliqué. On voit déjà toutes les règles en matière d'intégrité physique des personnes qu'on peut appliquer, les règles de responsabilité civile, par exemple, pénale. Et là, c'est assez facile. Par exemple aussi, vous avez un système d'IA qui récupère des données à caractère personnel, on a déjà le RGPD, c'est bon, on arrive à comprendre. Plus compliqué l'exemple que j'ai glissé discrètement au milieu, une discrimination sexuelle d'une femme qui a donné son CV à une entreprise et qui automatiquement, en raison de son sexe, va être écartée. Effectivement, là, on a affaire à des catégories juridiques claires, la discrimination par exemple, mais concrètement, en IA, c'est plus compliqué. Vous avez la question du biais de l'IA. Est-ce que la personne qui a utilisé l'algorithme d'IA pour faire le tri de CV savait que l'IA n'était pas très bien programmée parce que dans le jeu des images représentant, par exemple, des personnes, on n'avait pas toutes les catégories représentées, ou dans les sexes des personnes précédemment employées, il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc nécessairement l'IA a reproduit le même schéma. Voilà. Tout ça, c'est des questions qui se posent, mais en tous les cas, on peut les rattacher à des catégories juridiques. Donc, dans cette situation ici, on se rend compte, en tout cas à mon sens, que l'aspect éthique est confondu en partie dans la règle de droit et que les contours de la réponse sont donc, pour moi toujours, plus faciles à appréhender. Parce qu'on a une image assez rapide, même si on n'a pas la solution, en tout cas on a une image assez rapide de la question qui se pose. Et du coup, on peut plus facilement en appréhender les conséquences. En revanche, vous avez d'autres questions d'éthique de l'IA. Et je vous ai pris un exemple, qui ont un lien beaucoup moins évident avec les droits fondamentaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et c'est l'exemple simple du robot, comme l'expérience qui a eu lieu ici. Le robot, est-ce qu'il peut être amené à dire non à son utilisateur ? Alors dit comme ça paraît tout bête, mais par exemple, une chaise roulante robotisée, plein de travaux portent sur les chaises roulantes robotisées, qui sont vraiment extraordinaires, eh bien, est-ce qu'elle peut être amenée à dire non à son utilisateur lorsqu'il veut descendre, alors qu'il y a par exemple un escalier? On se dit bien sûr, évidemment, elle doit s'opposer à déplacement vers un escalier, puisque l'utilisateur risque de tomber. Mais est-ce que la chaise roulante robotisée doit dire non quand l'utilisateur veut avancer par exemple vers une falaise et que, par exemple, dans un but de suicide, par exemple, est-ce que l'IA doit aussi interdire à la personne d'aller plus loin? C'est bien la question de la place de la machine dans notre société. Est-ce que la machine peut s'opposer à nous en tant qu'utilisateurs? Est-ce qu'elle pourra un jour s'opposer? Et quand je vous ai parlé des robots qui seront auprès des personnes âgées, auprès des enfants, auprès des personnes handicapées, eh bien, imaginez bien que toutes ces machines pourront être amenées à interagir, et c'est vraiment une question aussi, à interagir de manière très intime avec ces personnes, et elles pourront s'opposer, peut-être, ça dépend de ce qu'on va juger, décider, s'opposer à la volonté de l'humain. Donc c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Quand j'en parle à un public de médecins, je leur donne un exemple médical, parfois ils sont extrêmement choqués, on doit préserver absolument, et je vais vous mettre d'ailleurs la deuxième image, on a la sécurité de la personne, on doit vraiment préserver cette valeur, c'est la sécurité, elle ne doit pas tomber. Mais d'autre côté, il y a aussi les droits, la liberté individuelle, la personne si elle veut avancer, ou si elle veut, par exemple, un robot qui va devoir délivrer de la nourriture à une personne handicapée, la personne handicapée veut par exemple boire beaucoup d'alcool alors qu'elle a une cirrhose du foie, est-ce que la machine doit lui donner ou est-ce qu'elle doit lui interdire? Et c'est ça une question. Et je parle au domicile, hein, je parle à l'hôpital évidemment, mais au domicile de la personne. Est-ce qu'on doit la programmer? Est-ce qu'elle doit avoir une réponse? Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, ne sont pas forcément réfléchies, enfin,
par des éthiciens, pas forcément beaucoup par des éthiciens. C'est vraiment des grandes questions, on n'a pas de réponse très claire. Et c'est important de pouvoir réfléchir, que tout le monde réfléchisse à ces questions. Parce qu'une fois que le système sera programmé, eh bien, il sera très difficile de revenir en arrière. Donc si vous avez affaire à un robot qui vous dit non systématiquement quand vous lui faites un petit abus, eh bien imaginez votre vieillesse avec ce type de machine, ça va être une catastrophe. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Moi, je suis contre, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est la liberté individuelle qui prime, tant qu'il n'y a pas de personnes qui vont être atteintes. Et pour conclure, 3 choses. 3 choses, on se rend compte que les questions en matière d'IA sont très compliquées, très techniques. Alors, en 1 heure, on n'a pas le temps, complexes. L'impact humain, vous avez vu le dernier exemple, il est très important. Et c'est qu'un seul exemple, j'en ai d'autres, aussi croustillants. Les impacts sociétaux sont considérables. Et je ne vous ai même pas parlé du transhumanisme. Les impacts environnementaux sont aussi présents. Ce qui prouve que vraiment, c'est des questions sur lesquelles on doit s'atteler, on doit réfléchir tous ensemble. Deuxième chose, la réponse que les États vont y apporter n'est pas neutre. On ne peut pas dire que la réponse va être neutre. Est-ce que c'est une réponse législative? Est-ce que c'est une réponse éthique? Pour le moment, l'Union européenne est partie vers une réponse législative. Aux États-Unis, les grands groupes, les grandes boîtes vont plutôt pousser vers une réponse éthique. Bah oui, parce que si vous n'avez pas de réglementation, nécessairement, vous êtes beaucoup plus libre de faire ce que vous voulez. Donc nous, en Europe, on est plutôt pour la réponse législative, mais ce n'est pas forcément l'opinion de tout le monde. Alors certains disent, effectivement, quand vous avez une réponse législative, bah, ça va nuire considérablement à l'innovation. Et que réglementer l'IA, c'est mettre fin à l'innovation. Donc ça, c'est l'opinion de certains. D'autres considèrent qu'au contraire, les travaux qui sont menés en IA par l'Europe actuellement, eh bien, c'est pas assez fort. Il fallait beaucoup plus loin pour protéger les individus. Donc là, il y a vraiment de toutes les opinions. Et pour terminer, c'est ma dernière phrase. Donc ici, la réponse de l'Union européenne, ça c'est très important aussi, ne doit pas être simplement vue comme une réponse théorique. Mais il faut garder à l'esprit, je vais vous expliquer pourquoi, il faut garder à l'esprit que les textes qui vont être élaborés vont devoir être utilisés concrètement par des personnes réelles et qu'il ne faut pas avoir une vision déconnectée de la réalité. Par exemple, dans ma chaire, j'ai commencé à travailler avec des chercheurs en intelligence artificielle et en robotique auprès des personnes âgées. On a regardé l'IA Act, on a regardé l'un des articles de l'IA Act et on s'est dit, voilà, concrètement, en créant des robots d'assistance à la personne pour les personnes handicapées, comment on peut respecter cette partie du règlement, du futur règlement? Eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de points où le concepteur n'arrivera pas à répondre aux exigences de l'IA Act, parce qu'il ne sait pas le faire, il ne peut pas rendre compte de tel ou tel aspect, il ne sait pas, il ne peut pas. Donc ça risque vraiment concrètement de poser des problèmes sur le terrain. Donc le texte, il est formidable, très intéressant, mais sur le terrain, il faut voir si c'est vraiment adapté. Donc il faut vraiment demander, travailler, c'est ce que je fais en tout cas. Je travaille avec les chercheurs qui ont les mains dans le cambouis pour voir comment on peut comprendre et comment on pourrait peut-être faire évoluer le texte pour qu'il soit moins théorique et beaucoup plus réaliste. Et sur ce, là, j'ai fini de chez fini. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, j'ai dépassé un petit peu de 10 minutes la conférence. Et vous avez mon mail si vous avez envie de m'écrire, discuter. Je suis toujours partante pour discuter. Je vous remercie beaucoup de votre attention.